documents de centrale et tout ça, ça nous occupait beaucoup. Chacun aimait lire aussi. On avait le droit d'aller au gymnase. Donc, Louis Laberge et moi, on avait allé au gymnase chaque jour, passer une heure. Là, on rencontrait d'autres détenus aussi. Et puis, il y en avait un qui était entraîneur de son métier, entraîneur physique de son métier. Donc, ça allait bien ensemble. Et nous devions avoir en principe des tâches aussi. Alors, Marcel, il avait été affecté à la bibliothèque, sur le papier. Mais je pense qu'il n'a pas passé 2 heures, 3 heures à la bibliothèque non plus. Là-bas, j'étais affecté au gymnase. Moi, j'étais affecté à l'enseignement à distance. C'est supposé que j'obtenais pour les détenus des cours adaptés à eux. J'ai entrepris des démarches, mais ça n'a jamais abouti. Mais il y a aussi des détenus qui demandaient des permissions spéciales pour venir nous rencontrer, surtout des gens qui veulent un emploi à la sortie de la prison. Les gens de métier ou les gars qui n'ont pas de métier, justement. On a trouvé en général que c'était du pauvre monde qui se trouve en prison. C'est vraiment des gens plutôt démunis. Des gens qui contrôlent mal leur émotion, qui se sont battus ou qui ont fait une petite agression, qui ont cassé une vitrine ou qui ont défié la police. Tu sais, à 90%, là, c'est ça que les gros et grands bandits, là, ils ne sont pas à l'intérieur. Là, ils continuent de se promener. Alors, on a vu ces gens-là et des gens qui ont des besoins réellement qu'on s'occupe d'eux. Nous, on avait en principe nos occupations. Marcel, c'était une personne qui lisait énormément. Laberge, lui, était plus physiquement actif. Il bougeait plus. Des fois, il n'était pas trop content de sa cellule. Il faisait des représentations pour améliorer ci, améliorer ça. Moi, j'étais dans mon coin, plutôt tranquille. De temps en temps, on parlait ensemble, ou bien on prenait des repas ensemble, ce qui nous apportait des aliments sur un chariot. Là. Moi, j'ai trouvé que la nourriture était fort convenable. Je ne suis pas difficile du tout sur ce qu'on me donne, mais c'était, à mon avis, c'était bien. Et on joue aux cartes aussi. Pépin et Laberge se connaissaient depuis déjà plusieurs années, à travers les secteurs qu'ils représentaient les uns les autres. Ils avaient eu à faire des manœuvres conjointes où ils avaient dû s'affronter aussi sur certaines questions. Dans le domaine de la construction, ça ne tournait pas rond. Et souvent, il y avait des rivalités entre certaines fédérations de CSN et certains syndicats de la FTQ. Les gars, ils ne se ménageaient pas non plus, mais au niveau des présidents, ça ne transpirait pas. Des fois, ils avaient leur conversation aussi entre eux sur des questions qui les concernaient plus que moi. Mais en général, on échangeait. Moi, j'écoutais aussi leur expérience, leur analyse. Marcel, c'était quand même une personne qui était formée en relations industrielles et qui avait vu plusieurs conflits et qui avait sa vision de la négociation, qui connaissait bien les gens de Québec aussi, c'est-à-dire la plupart des ministres, ils les connaissaient, les sous-ministres aussi, parce qu'il avait eu affaire à eux à travers le secteur de la santé dans les années qui ont précédé. Laberge avait énormément de relations aussi avec Bourassa ou différents ministres ou Cournoyer et tout ça. Donc, moi, j'étais à bonne école pour apprendre comment faire face à ces problèmes-là et à ces relations-là. Moi, j'ai beaucoup appris, certainement, à leur contact. C'est comme quelqu'un qui a la chance d'apprendre le tennis là, à côté de Federer et puis de Nadal. Je pense qu'il y a de quoi apprendre de l'un et de l'autre. C'est sûr que nous n'avions pas tenu compte d'une injonction. Donc, le procureur général, Choquette, le ministre de la Justice, il n'avait pas besoin d'attendre l'ordre de Bourassa pour bouger. Lui, il se sentait, c'était d'abord quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime les sociétés de ce type-là. Et lui, il a compris ce qu'il m'a expliqué plus tard quand on s'est revus plusieurs années après. Il dit, moi, j'attendais pas que Bourassa me téléphone pour me dire de faire ma job. Moi, quelqu'un qui viole les injonctions, qui que ce soit, moi, je fais le nécessaire. On demande des accusations. Puis là, le juge fait le reste. Il dit, je peux te jurer
Bourassa m'a dit la même chose aussi, après coup. Il dit, nous, on ne cherchait pas à avoir une condamnation d'1 an. Là. On vous a mis en accusation parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sauf que c'est le juge, je pense qu'il s'appelait Laflamme, lui son nom, lui a décidé que c'était 1 an qui nous convenait. 1 an de prison. Là, eux aussi, ils l'ont appris en même temps que nous. Là. Alors, qui a fait quoi? C'est un enchaînement, et puis à un moment donné, le juge, lui, a décidé qu'il fallait une sentence d'1 an. J'imagine qu'il a valeur exemplaire. Il a dû raisonner en termes d'exemplarité. Là. Ça les embarrassait de nous voir en prison. Ça les gênait, dans un sens, pour leurs opérations, parce qu'ils étaient cités partout. C'est devenu une question internationale. Toutes les centrales syndicales internationales, l'OIT, tout le monde était sur leur dos. Tout le monde... c'était pas bon pour l'image du Québec, ça. Lui, il cherchait des investissements, il y avait la Baie James à monter, il y avait ses grands projets, il n'y avait pas besoin de ce dérapage-là. À ce point-là, en tout cas. Alors, Choquette a fait comme procureur ce qu'il considérait de son devoir, et puis le juge a fait le reste. L'automne 71 était marqué par une manifestation au journal de la presse. Ça avait été une soirée mémorable, ça, où nous avions reçu quelques taloches de la part des services policiers. Ils sont toujours là pour nous rendre service. Alors, c'était une période où les enjeux se discutaient de manière très, très audible. Il y avait un grand écho à ce que nous organisions à l'époque. Alors, au congrès de 71, 1 an après mon élection, nous avons eu un vote, j'ai eu un vote à l'unanimité de félicitations pour l'action conduite face aux mesures de guerre. Là, j'ai compris que j'avais franchi le mur du son. Là. Je veux dire, les difficultés du début étaient complètement liquidées. Maintenant, on avait les coups des franches, puis les gens étaient tout à fait d'accord avec le style et puis avec le message et tout le reste. Alors, j'étais très, très ravi de ça, et ça nous a fouetté pour continuer. L'équipe change aussi, l'équipe de direction à travers les élections s'ajuste, et on arrive à l'unisson, là, autour de 71, 72, 73, il n'y avait pas aucune tension intérieure. En 72, on a publié un manifeste qui s'appelle l'École au service de la classe dominante. Donc, qui analysait l'école comme une institution sociale, mais qui est articulée finalement aux besoins de la classe dominante malgré tout. On remettait tout en question, le capitalisme. La CSN avait adopté son manifeste de comptons sur nos propres moyens. La FTQ avait parlé de casser le système, un autre manifeste. Puis, nous, en 72, après avoir publié notre document, l'École au service de la classe dominante, on a mis en place un réseau de militants qui avait pour mandat de faire la preuve sur 2 ans, d'aller documenter cette idéologie-là, dont on avait un premier aperçu dans le manifeste, mais d'aller voir ce qu'il y en est exactement dans les programmes de différentes matières, différents niveaux, d'aller chercher une documentation de base, faire travailler. Donc il y a eu des centaines de personnes qui se sont graduellement politisées, qui ont accepté cette démarche, cette philosophie. Si bien qu'en 1974, on a pu publier un document fort volumineux qui s'appelle École et lutte des classes au Québec. Et là, il y avait plein d'illustrations. Donc on s'est renforcé à travers ça. Et au 1er mai 1975, on a publié le manuel du 1er mai, qui avait une série de leçons, d'exemples de leçons, c'est-à-dire des fiches d'enseignement qui étaient mises à la disposition des enseignants qui voudraient l'utiliser, qui en histoire, qui en économie, en mathématiques, en français, etc., pouvaient aller plus loin que la doctrine officielle ou la présentation officielle des contenus.
cette commission-là qui a chapeauté ce réseau a permis d'alimenter notre réseau et ça s'est répercuté au congrès de 73, 74, 76. Jusqu'à 76, ça allait assez bien. Nous avons, je dirais, élargi notre bassin de militants et de militantes dans l'ensemble des syndicats. Il y en a peut-être quelques-uns qui se sont démobilisés et dont le flux est allé à droite, mais je pense que dans la majorité des cas, au contraire, l'espace s'est élargi de ce côté-là. En 1976, avec l'arrivée au pouvoir du Parti québécois, disons qu'il y avait un changement d'atmosphère, un changement d'arrière-plan. Beaucoup dans la grande majorité des enseignants et enseignantes, je pense, ont dû voter Parti québécois à un moment donné. Et souvent, c'était des organisateurs et tout ça. Donc, ils ne tenaient pas à ce que leurs syndicats partent en guerre ou affrontent ce nouveau gouvernement qui représentait les espoirs les uns et des autres. Et on a des plans d'indépendance et tout le reste, et progressisme, et parti avec préjugés favorables aux travailleurs, et avec quelques lignes de force comme ça qui les séduisaient. Mais en même temps, il fallait faire face aux réalités aussi. Alors, nous avions eu un projet d'unité syndicale entre la CSN et la CEQ qui a été largement publicisé au printemps 1977, mais auquel on n'a pas pu donner suite. Les différences de culture, les différences organisationnelles sont importantes entre les deux organisations et advenant le Parti québécois aussi, ça ne favorisait pas la mobilisation interne. Donc, on ne savait plus exactement là sur quel pied danser avec tout ça. Et en 1978, moi, je préconisais toujours une ligne d'indépendance totale des organisations syndicales face au pouvoir politique, quel qu'il soit. Je préconisais aussi qu'on essaye de s'organiser politiquement de meilleure manière aussi, en tant que travailleurs syndiqués, travailleurs en général, classe ouvrière. Et les gens, ça faisait 8 ans que j'étais sur la corde raide. 8 ans à jouer d'un instrument qu'on peut appeler le violon, qui est mon instrument d'affection, sur la première corde. Les sons aigus. Et à un moment donné, ça devient un peu strident. Il faut de temps en temps retourner sur la deuxième, la troisième, la quatrième corde pour mieux amalgamer le tout. Alors, mon principal collaborateur qui jouissait d'une année de congé avec solde a pris du temps de réflexion et a bâti une équipe et s'est présenté contre moi. Il s'agissait de Robert Gaulin, qui a été élu par une 50aine de voix. Mon programme avait été à peu près intégralement adopté, ma plateforme au congrès de 78. Mais quand est arrivé l'élection, l'électorat a préféré l'équipe de Gaulin. Au fond, ils m'ont rendu service, ils m'ont permis de me refaire mes batteries et de mieux réfléchir à certaines réalités, certaines attitudes aussi, parce qu'avec le temps, l'exercice d'un certain pouvoir fait qu'on se comporte d'une certaine manière et puis vaut mieux revenir à ses bases de temps en temps. J'ai dû faire face à cette réalité-là. Mais, je me suis inscrit immédiatement à l'Université Laval dans une maîtrise en sciences politiques. J'avais toujours eu un vieux rêve de faire sciences sociales, sciences politiques, fait que j'ai dit c'est l'occasion. Mais aussi, la centrale m'a réengagé comme conseiller spécial 1 an après ma défaite. Ils m'ont donné des mandats et différents mémoires, le secrétariat des relations internationales et différents dossiers de réflexion. Moi, j'ai terminé ma maîtrise en même temps. 1 an après, ils m'ont nommé directeur des communications, du service des communications. Donc, je devenais cadre dans l'organisation.
Et le service des communications, c'est celui qui a le plus gros budget, la CEQ. Donc, j'étais vraiment de retour en pleine confiance de l'organisation et du président. Parce que les communications, c'est quand même un secteur très sensible. J'ai fait 2 ans comme ça. Ça m'a permis de voir comment fonctionne la centrale, non pas seulement du bureau, à partir du bureau du président, mais dans la vraie vie, le quotidien, connaître les employés davantage, les besoins des affiliés et tout le reste. Quand il est arrivé 82, Gaulin avait annoncé d'avance, de manière irrévocable, qu'il n'allait pas se représenter. Ça ne tenait rien d'essayer de négocier avec Gaulin. C'est un habile négociateur, mais il ne voulait pas négocier ce point-là. Lui, il en avait déjà assez de ces 4 ans-là. Et mes amis, de toujours, disent, écoute, peut-être tu y penses. Moi, j'avais aucun dessein dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, j'avais passé mes 4 années à approfondir les questions qui m'avaient surlupiné le plus, qui m'avaient causé le plus d'émotion à travers la décennie précédente. J'avais continué à regarder tout ça. Donc, finalement, j'ai accepté d'être réélu. C'est l'histoire racontée de septembre 82. Ah, c'est ça. Je me suis lancé dans une échauffourée qui avait déjà commencé. Parce qu'ils avaient déjà adopté, je parle du gouvernement du Québec, loi 68, loi 70, ils avaient déjà bien balisé la route. On voyait bien qu'on pouvait s'en aller sur un mur. Mais moi, j'étais prêt à tous les défis. Je découvrais rien. Ça ne faisait que confirmer ma lecture d'avant et pendant les dernières années. Alors, j'avais Gaulin comme principal collaborateur aussi pour les négociations qui allaient s'entreprendre. Tout de suite, on change de rôle, puis on change de siège, puis on continue comme avant. On n'avait pas une once d'inimitié entre nous. Là. On est arrivé en décembre, et puis là, le gouvernement a dit, nous, c'est fini, là, c'est les décrets. Là. Ça va être les décrets. Là. On a déclenché le mécanisme, là, puis les décrets. Gaulin et moi, on rencontre Bouchard. C'était Lucien Bouchard qui était le négociateur du gouvernement. Lui, il avait un mandat de Parizeau puis Bérubé. L'évêque, je ne sais jamais occupé de chiffres trop, mais c'est Parizeau puis Bérubé. Il voulait une coupure, une réduction de salaire de 20% pendant 3 mois. Il appelait ça le bassin, pourquoi? Pour récupérer 500 millions. Il avait besoin de 500 millions. Il voulait couper nos salaires. J'ai dit, Gaulin était avec moi, j'ai dit à Bouchard, le mieux qu'on pourrait imaginer dans tout ça, là, c'est une période de gel. Pas de coupeur. J'ai dit là, coupeur, tu veux que je t'autorise à venir dans mes poches. Bouchard, il dit, donne-moi une semaine, on va aller parler au boss. Il nous revient quelques jours après. Il dit, j'ai même pas 10 cents pour vous amuser. En voulant dire, j'ai même pas le mandat de vous rien donner. Ben, il dit que c'est comme ça. Vous l'avez la recette, là, vous savez comment faire ça, des décrets. Ils sont tout prêts de toute façon. Fait que c'est comme ça que ça a fini par des décrets, sauf que, à la dernière minute, ils n'ont pas traduit les décrets. Il faut qu'ils traduisent les décrets, 70 000 pages. C'est tout un travail. Ils ont adopté les décrets sans les traduire. Ça leur vaudra plus tard, 15 ans plus tard, un petit rappel à l'ordre, et puis des obligations de remboursement de certains montants. Et nous, on a convoqué un congrès spécial mi-janvier. Parce que là, il fallait aller en grève contre les décrets. Là, c'était pas en prévention de décrets, c'était contre les décrets édictés. Là, c'est la job est grosse. Congrès spécial,
Le mandat sort très fort. On fait un congrès, c'est pas final, ça, il faut ensuite, c'est une recommandation aux affiliés. Les affiliés endossent cette orientation-là. Puis aussi, on se fait voter une motion spéciale de créer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence spécial, parce qu'on savait qu'il allait y avoir de grosses amendes, puis des gros frais judiciaires, puis des frais juridiques. La première demi-journée de grève, on va la travailler. Autrement dit, on va se rendre chez l'employeur, on va faire ce qu'il y a à faire, puis le produit de cette demi-journée-là, traduit en cotisation spéciale pour le fonds. Grève, travailler une demi-journée. L'idée a été bien pensée. Ça nous a fait un 4 millions tout de suite, nous autres. Là, ensuite, la grève. La grève, on avait une espèce de front commun aussi avec la CSN et la FTQ. Là. On devait faire une cascade. La cascade est allée plutôt en descendant qu'en montant. Mais quand même, il y a eu la grève dans les affaires sociales, il y a eu les professionnels du gouvernement, les fonctionnaires. Les affaires sociales, qui sont largement à la CSN et à la FTQ, ont cessé de faire la grève la fin du mois de janvier. Je sais que les professionnels et les fonctionnaires aussi ont eu des propositions spéciales. Ils sont allés. Et nous sommes restés en grève jusqu'à la mi-février. Et là, le gouvernement a adopté la loi 111, la super loi spéciale. C'était la première fois que ce type d'arme a été utilisé dans les temps modernes. Perte d'ancienneté, coupure le double, le triple des journées perdues, atteinte aussi au régime de retraite, à l'ancienneté et tout le reste. Quand on a vu ça, j'ai tenu une ronde d'assemblée partout. Et notre vote était à peu près, nous autres, à 55-60% en faveur de la grève. On roulait avec ça. Mais avec la loi 111, même les meilleurs syndicats tombaient à 50, puis j'en perdais. Puis tu vois, là, c'est dangereux. Là, ça fait qu'on s'est réunis, le comité de coordination, tout ça, on a évalué ça. Puis on s'est dit, même si on peut faire encore un peu, 2-3 jours, on va où? On va pas... on n'augmentera pas, là, on fait juste risquer de finir dans la déconfiture. Ça fait que là, on a raclé là, le monde au travail, quoi. On a dit que c'était fini. À un moment donné, il faut regarder aussi l'ensemble de la machine, si tu n'es pas capable de fournir encore davantage, puis d'aller plus loin, mais la sagesse t'indique qu'il faut que tu descendes du poteau. Tu es monté dans le poteau, mais il faut que tu descendes du poteau aussi. Pas descendre en morceaux. Là, on s'est dit, là, si on descend, on peut quand même se garder de l'unité entre nous, puis on va demander une commission parlementaire, on va demander une commission spéciale du Conseil supérieur de l'éducation, puis on va partir l'affaire autrement. On s'est fait un plan d'action alternatif. On est allé dénoncer la loi 111 à Washington. J'ai été accueilli par la National Education Association, la plus grande organisation syndicale des enseignants des États-Unis. Et à la siège social, on a fait une conférence de presse pour dénoncer le gouvernement Lévesque et ses bases œuvres. C'était en 83. Bien des fois, par la suite, l'histoire avait répété les éléments de la loi 111. C'est copié par les autres gouvernements par la suite, mais il faut reconnaître que c'est le gouvernement Lévesque qui a fait ça le premier. En 88, je suis sorti volontairement de Syrie. Je n'ai pas nié ou tourné le dos ou pratiqué le déni de ce que j'avais fait, mais j'étais rendu à 48 ans. Ça faisait depuis l'âge de 27-28 ans que j'étais dans cet univers-là. Je ne pouvais pas voir, moi, ce que je pouvais faire de plus, ce que je pouvais faire de mieux. Encore la même chose, j'aurais pu faire de la répétition. Un autre front commun, un autre round de négociation. Mais faire plus et faire mieux, je voyais plus.
Alors je me suis dit, cette fois-là, je vais sortir pour aller voir le vaste monde, je veux dire, d'autres horizons.